Bien, ben écoutez, bonsoir. J'ai un petit problème, moi, technique, mais j'espère que ça va. Voilà, c'est mieux. Donc, bonsoir aux spectateurs. Donc, je crois que ce soir, d'abord, je vous indique que je suis en montagne. On a eu un certain nombre de péripéties de connexion avec un orage en ce moment. On est ici à 900 mètres d'altitude. Donc, je suis Patrick Coste. Je suis à la retraite, mais j'ai exercé 6 métiers dans l'éducation nationale. J'ai fait l'école normale d'instituteur, j'ai été conseiller principal d'éducation en zone sensible, j'ai été professeur de philosophie, principal de collège, proviseur de lycée. J'ai été délégué académique à l'action culturelle dans un rectorat, c'est-à-dire conseiller technique du recteur. Et j'ai assuré par ailleurs beaucoup de formations continues dans des champs différents. Voilà. Et puis, dans un après-coup, donc à la retraite, une fois que j'ai quitté mon activité, j'ai écrit un livre qui s'appelle L'éducation face à l'impossible. Et je suis d'ailleurs en train d'en écrire un autre encore sur l'éducation, mais qui est à paraître probablement au premier trimestre de l'année scolaire pour moi, hein, c'est-à-dire entre septembre et décembre. Voilà pour ma présentation. Alors, le chef d'orchestre, c'est quand même ce soir Omar, parce on est dans une situation de débat, hein, si j'ai bien compris. Donc, l'animateur, c'est Omar, et moi, il m'appartient de répondre aux questions, comme si j'étais un tennisman qui va essayer de retourner les balles que l'on m'envoie. Voilà à peu près l'état d'esprit dans lequel je me situe par rapport aux différents interlocuteurs qui sont de l'autre côté de l'écran et sûrement en pleine. Très bien. Bah, écoutez, ce qu'on va faire, je pense, c'est qu'on va commencer avec Mariam parce que juste avant l'enregistrement, elle avait des questions à soumettre, des interrogations. Donc, D'accord. Mariam, si tu veux bien y aller, tu peux y aller. Est-ce que vous m'entendez? Moi, je t'entends très bien. Entendre, je vous entends. Je ne vous vois pas, mais je vous Oui, entends. alors moi c'est Mariam, donc je suis enseignante dans le premier degré en réseau d'éducation prioritaire donc depuis 10 ans en Île-de-France. Très Et bien. donc je parlais avec Omar juste avant que vous n'arriviez et on faisait un petit peu un état des lieux. Moi en tout cas de mon côté je suis assez pessimiste hein, sur les problèmes que je rencontre. Alors moi je parlais de mon cas, hein, Mhm. mais je vois très peu de solidarité entre collègues. Je suis sur une grosse structure, j'ai toujours été dans des grosses écoles et on a énormément de difficultés à traiter les problèmes ensemble, à trouver des solutions. La hiérarchie aussi ne nous aide pas. On sent que on n'est pas du tout facilité. Là, je dresse un petit peu un état des lieux très négatif parce que c'est d'autant plus la fin de l'année. Et donc, on est vraiment au bout du rouleau. Moi, en tout cas, je parle pour moi. J'aime beaucoup ce métier, hein, c'est une passion, c'était même une vocation. J'ai fait des études dans ce sens, donc un parcours très classique d'enseignant, master MEF, j'ai passé le concours, et donc les premières années, ça s'est assez bien passé et là, petit à petit, voilà, je vois vraiment des dégradations, que ça soit avec les parents, entre les collègues, très peu de solidarité. Beaucoup de collègues qui bougent partout, hein, qui on a l'impression qu'ils brassent de l'air, mais on n'a pas le temps de se poser pour essayer de discuter entre nous. Donc c'est pour ça que c'était intéressant aussi de faire cette réunion pour échanger entre nous et voilà, pouvoir en parler, ne serait-ce que j'ai pas forcément de questions, mais c'est juste, C'est-à-dire, voilà, parler un petit peu de mon ressenti. ce qui peut peut-être être intéressant, parce que comme vous êtes en situation du premier degré, moi-même, ça m'intéresse hein, de converser avec vous et de Et oui, découvrir Patrick, elle enseigne dans le 95 et le 93, en REP+, en région parisienne. sur deux établissements. Non, Mariam, tu enseignes dans les deux ou tu as enseigné dans les deux?
Alors, j'ai commencé dans l'Académie du Val d'Oise, donc dans le 95, et il y a 3 ans, j'ai été mutée dans le 92. Mais c'est les Donc, vous mêmes avez types fait Val d'écoles. d'Oise, c'est côté Sarcelles, et, Ok. REP 92, c'est Bagneux, Hmm. Non, c'est plutôt Villeneuve-la-Garenne, c'est côté d'accord, Saint-Denis, le 92 d'accord. Nord. À 92 Nord, d'accord, ok. Ok. La structure scolaire sur laquelle vous êtes, vous dites que c'est une grosse structure scolaire, c'est-à-dire de combien d'élèves? On est un peu plus de 300 élèves. 300 élèves. Et il y a une direction? Oui, il y a une direction. Alors, cette année, c'est une nouvelle directrice qui vient d'arriver, mais Oui, qui a de la bouteille, donc qui était déjà sur une école dans la même ville avant et oui, qui est nouvellement arrivante. d'accord. Et en tant que directrice, elle a en charge une classe ou elle a une décharge par rapport à l'école? Ah non, là, on est en REP+, donc elle est complètement Vraiment une déchargée. décharge, d'accord, oui. Je comprends. Alors, Mhm. vous savez, vous avez évoqué de nombreuses questions. Il me semble qu'un des premiers points que vous avez abordé, c'est un problème de solidarité en termes d'équipe, de fonctionnement de l'équipe. Vous pouvez Oui. préciser votre ressenti? Je crois que vous avez commencé comme cela, hein, sur les relations avec les collègues et des questions de solidarité, que ce soit du côté des parents que du côté des collègues. Vous pouvez préciser? Alors, du côté des collègues, oui, j'ai commencé par ça parce que c'est tout de suite ce qui m'a sauté aux yeux D'accord. quand je suis arrivée dans cette école. C'est que tout de suite, déjà, il y a le manque de ressources, que ça soit matériel ou au niveau des infrastructures, et de voir que j'arrivais dans une classe qui était complètement vide et qui a été vidée aussi par les collègues, où j'avais même pas de meubles, hein. Et en fait, en ayant remarqué d'autres classes qui étaient très pourvues parce que les enseignants étaient là depuis de nombreuses années, donc déjà, il y avait ce problème de ressources et ensuite, il fallait se débrouiller. C'est-à-dire que j'arrivais, et donc c'était à moi de faire ma place, de chercher, bah, moi-même, avec mon budget. Donc j'ai acheté beaucoup de livres, on avait très peu de budget au niveau de la mairie pour acheter, du matériel. On avait 30 € par élève. Mhm. Donc il a fallu que moi j'achète avec mes propres sous, beaucoup de choses Mhm. pour pouvoir doter ma classe et pouvoir commencer, mon travail dans des bonnes conditions parce que j'aime bien avoir mon matériel. Bien Et sûr. je voyais quand je demandais des choses, hein, aux collègues, c'était toujours: «Ah non, j'ai pas» ou alors: «Non, c'est à la classe» ou «Non». Voilà, donc c'est dans ce sens-là où je parle de manque de solidarité, c'est qu'on a du mal à travailler en équipe. Mhm. Alors, Chacun est dans sa classe. si vous voulez, bon, surtout si vous avez un peu, vous êtes passé d'une école à une autre, il se peut qu'en termes de fonctionnement d'équipe, si vous voulez, d'une situation ou une autre, la manière dont ça se compose, ça peut être vraiment différent d'un lieu à un autre. Là, ce que vous êtes en train de me dire, hein, c'est anormal. C'est-à-dire que vous arriviez dans un lieu et qu'il n'y ait pas un accueil qui soit prévu, où on vous fasse visiter, où on vous explique le fonctionnement de l'école, les problématiques particulières qu'il peut y avoir. Ça fait partie, surtout quand on est en REP, du fonctionnement normal. Bon. Alors, enfin, moi, si je m'en tiens à de l'analyse par rapport, si vous voulez, à ce que vous êtes en train de me dire, je ne peux. Je trouve une deuxième anomalie, hein. Cette deuxième anomalie, en dehors de la question de l'accueil, c'est que vous arrivez dans la classe et le matériel n'y est pas. Et voire même, vous comparez entre le matériel dans les autres classes et dans la vôtre, et vous constatez qu'il y en a qui sont très bien pourvus et pas la vôtre. Ce qui, en termes d'arrivée sur un lieu, est vraiment un positionnement qui n'est pas normal. Alors on retrouve ça, hein, j'élargis un peu le sujet, dans des équipes au niveau du collège, quand il s'agit de répartir les services.
il arrive quelquefois, quand on arrive dans un établissement, que le dernier arrivé hérite des classes qui sont réputées comme étant les plus difficiles. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont installés et qui donc vivent finalement de leurs acquis par rapport à leur installation, et ils ne se préoccupent pas du dernier arrivé. Bon. Donc, que ce soit l'absence d'accueil, que la situation du matériel et de la classe, ou l'exemple que je donnais, en termes de quelqu'un qui arrive sur un lieu, ce sont des situations anormales. Une fois qu'on l'a dit, la question c'est qu'est-ce qu'il faudrait par rapport à ça? Alors, si je me situe au niveau du premier degré, surtout en REP, hein, surtout en REP, euh, il faut que dans le projet d'école, en quelque sorte, il y ait une réflexion qui soit menée sur la question de l'accueil des nouveaux arrivés. Et ça, malgré tout, à partir du moment où on en a vécu le problème, rien n'empêche que dans une réunion de projet d'école, de réunion des professeurs, ce problème soit soulevé. Et soit soulevé sous la forme qu'il y a une attention particulière à accorder à celui qui arrive. Et quand il y a un contexte difficile, c'est toujours vrai, hein, mais quand il y a un contexte difficile, en plus dans les dimensions d'accueil, il y a toute une démonstration qui doit être faite sur les continuités. À quel niveau vous enseignez, Marianne? Alors, cette année en CE1, je rebondis sur ce que vous avez dit concernant les listes d'élèves, parce que c'est exactement ce qui m'est arrivé à plusieurs reprises. Donc, j'arrive dans une nouvelle école et j'ai déjà mon nom sur une liste et je vois le profil des classes, effectivement, c'est des classes avec des cas lourds. Donc, je suppose qu'on a déjà fait une répartition des élèves avant l'arrivée des nouveaux enseignants et que les enseignants précédemment installés ont eu l'occasion de faire leur choix, de piocher un petit peu les élèves qu'ils souhaitaient et les élèves avec les cas les plus, un peu, petit C'est peu pas, compliqués. c'est pas- Donc, c'est- cette année, j'ai eu un élève en situation de handicap, par exemple, un autre élève avec des problèmes de comportement, de dyspraxie, etc. Donc, vraiment, j'ai eu une classe très difficile et d'autant plus que je suis arrivée, on m'a donné la liste d'élèves sans m'expliquer ces cas-là. c'est pas normal, Mariam. C'est-à-dire que si vous voulez, si le travail est fait, et il faut qu'il soit fait, il y a des principes à poser par rapport à la composition des classes, surtout vis-à-vis des absents. Ah, Parce alors, que on va faire une petite pause, si vous le permettez, d'accord. et puis on va reprendre. Parti. Oui, donc c'est une situation qui est anormale. Pour la composition des classes, hein, on va essayer un petit peu de mettre les choses dans l'ordre par rapport à cette situation que vous présentez. Hein. Par rapport à la répartition des classes, il y a des principes qui sont à poser. C'est-à-dire que d'abord, il faut équilibrer les difficultés entre la répartition des classes. C'est une déontologie minimale. Hein. C'est vrai pour l'enseignant qui enseigne, mais c'est aussi vrai pour les élèves sur la composition des classes. Parce que si on concentre les difficultés au même endroit, évidemment, il y a un effet démultiplicateur des problèmes hein, quand on les concentre dans une classe. C'est pas un problème plus un problème plus un problème. Quand on met beaucoup de problèmes ensemble, il y a un effet, en quelque sorte, un effet exponentiel qui se produit, un effet multiple par rapport à les problèmes. Donc c'est une base, de toute façon, sur l'organisation de la répartition des listes d'élèves, qui est ces principes qui soient posés. Et de façon déontologique, et là vraiment j'insiste, hein, que on n'ait pas cette déontologie vis-à-vis des absents, c'est incorrect. Je vais jusque-là. Hein. On ne peut pas euh, incarner des valeurs de, de, de responsabilité, de communauté, de civilité les uns par rapport aux autres,
si dans la situation de travail, on n'a pas une déontologie minimale par rapport aux gens qui sont absents. Hein. Moi, j'ai été chef d'établissement sur la question de la répartition des services, mais sur la question de la composition des classes, voilà comment je procédais. Ça permet d'être très pratique et de donner des réponses par rapport aux problèmes qui sont soulevés. D'abord, je donnais une liberté de composition des classes complète aux enseignants. Je n'étais pas dans un comportement de correction ou de reprendre la main par rapport à ce qui était en train d'être fait. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une définition de la responsabilité des personnes par rapport à ce qu'ils faisaient, y compris pour la répartition des services, même si c'était sous ma responsabilité sur le plan de l'organisation pédagogique, mais je posais un certain nombre de principes. Et le principe majeur que je posais, c'est vous ne créez pas des situations plus difficiles pour ceux qui vont arriver que pour ce que vous-même vous organisez pour vous dans l'année qui allait venir. Voilà. Et à partir du moment où c'était posé en termes de principe, je constate que c'était respecté. Mais inversement, j'ai vu des situations où il y avait effectivement des rentes de situations qui étaient installées. Dans le second degré, en plus, il y a la question des agrégés et des certifiés qui se pose par rapport à ça, qui est susceptible de justifier des formes d'organisation pédagogique qui se font au détriment et de l'absent et de celui qui n'a pas le même titre. Hein. Donc là, il y a des questions d'équité qui sont à poser. Si ça n'est pas fait, je m'adresse à Marianne. Alors ça dépend de sa capacité d'intervention dans les réunions, mais il me semble que c'est une suggestion qui peut être faite. Alors, par précaution pour Marianne, hein, parce qu'il faut qu'elle m'explique un peu le relationnel aussi qu'elle a avec les gens autour d'elle, parce que c'est jamais facile, hein, ça, hein, de rééquilibrer une déontologie. C'est toujours très difficile de reprendre des principes qui n'ont pas été appliqués. Je crois qu'un processus diplomatique qui pourrait être engagé, c'est de commencer par avoir une discussion avec le directeur ou la directrice, je crois que c'est une directrice hein, dont il a été question tout à l'heure, avoir un entretien autour de ça, de telle manière à ce que ce soit ensuite soulevé à l'ordre du jour. Voilà. Mais Et comment ça Marianne, se fait que le relationnel est aussi compliqué aujourd'hui? Parce que je pense, alors je sais pas si Mariam est d'accord ou pas, mais j'ai l'impression que c'est un peu ça aussi la question. C'est-à-dire, d'une manière générale, le relationnel entre les profs est complexe, c'est-à-dire qu'on se voit un peu en coup de vent. Il n'y a pas forcément de beaucoup de liens de solidarité entre les profs. Et moi, j'ai l'impression d'ailleurs que le métier de prof est devenu un métier un peu libéral, vous voyez, c'est-à-dire qu'une personne vient, elle fait son travail, elle s'en va. Alors est-ce que ça a toujours été comme ça ou est-ce que c'est lié à la période actuelle? ce que je crois, il y a ça m'intéressera d'entendre Marianne par rapport à son relationnel, hein, et de telle manière ce qu'elle dise, comment elle se positionne par rapport à ce possible-là. Hein. Mais Omar pose une question qui généralise finalement la difficulté de la solidarité. Alors, ce que je crois, c'est que dans les établissements, que ce soit dans le premier degré, hein, puisque j'en ai connu, que dans le deuxième degré, il y a une dimension de toute façon qui est de la communauté locale. Hein. Et donc par conséquent, ce sont des gens qui sont dans des interrelations sur un territoire en quelque sorte. Bon. Et donc là, il peut y avoir évidemment des pratiques qui sont des pratiques de privilège, parlons clair, sur les situations, mais à partir du moment où il y a des réunions qui sont organisées, qui viennent structurer les partages, il y a, à partir du moment où on est dans une structure locale, vraiment des possibilités de construire les relations sur des valeurs. Et je crois qu'au niveau d'une équipe, c'est très important d'arriver à ce stade où on gagne dans les relations une dimension de valeur. Alors maintenant,
Si ce travail n'est pas fait, ça ouvre la porte à ce que vient de décrire, ni plus ni moins Marianne. Alors ensuite, si on généralise le sujet, ce qui est en train de se passer, moi je l'expliquerai comme ça. Il y a plusieurs entrées hein, pour euh, admettre que dans les réalités, on est dans une sorte de relation d'indifférence les uns par rapport aux autres, où chacun s'occupe de sa propre situation sans se préoccuper de celle des autres. Bon, mais il y a un phénomène hein, de l'enseignement aujourd'hui qui est celui d'une pénibilité Oui. qui est augmentée dans le travail. Et donc, cette Mais il me semblait que pénibilité. Mariam avait quelque chose à dire sur la pénibilité parce que on en parlait un peu avant. D'accord. Mais je termine juste sur ce Ouais. point pour vous répondre, Omar, hein, parce que vous avez soulevé la question de façon générale. Donc, il y a une augmentation de la pénibilité. Et donc, quand il y a une augmentation de la pénibilité, les gens essayent, et ont des lignes de fuite par rapport à cette pénibilité. Ils essayent de s'en sortir au mieux. Donc, c'est comme s'il y avait des sortes de pratiques de survivance par rapport à la difficulté. Et quand on est dans des rapports comme ça, on n'est effectivement pas dans le travail des constructions des rapports, des reconnaissances, des partages entre les uns et les autres. Et donc, effectivement, la pénibilité augmente d'autant plus le travail sur les solidarités. Mais je jouerai d'un paradoxe. C'est quand les situations sont difficiles et particulièrement pénibles qu'on a d'autant plus besoin du soutien de l'équipe et de la construction du relationnel. Voilà. Donc, il faut aller le chercher loin, quelquefois, ce souffle-là, par rapport aux situations, mais on est susceptible, si le travail est fait, d'en trouver un bénéfice. Voilà. Mais après, et je terminerai là-dessus, on écoutera Mariam. Euh, il reste que un enseignant qui arrive, qui donc doit faire sa place, elle a employé cette formule. J'ai eu l'impression que je devais faire ma place, que je devais faire mon trou en arrivant. Donc on est en situation de faiblesse quand on arrive comme ça. Voilà. Et qu'une équipe déjà se connaît, que les gens ont déjà existé ensemble, on est en situation de fragilité. Donc par conséquent, c'est pas forcément facile de soulever ces problèmes. Alors là, pour arriver à remonter la pente, il faut quand même se dire hein, qu'une direction qui est solide, normalement, elle n'accepte pas ce que Mariam en a vécu. Hein. C'est son boulot, hein, la direction, là. Surtout si la personne a une décharge. Hein. Voilà, Marianne, ce que je peux dire pour le moment. Oui, je vous remercie parce que j'écoute attentivement tout ce que vous dites et ça fait totalement écho à ce que je vis et ce que j'ai moi-même observé et constaté durant cette année. Alors moi cette année, je suis arrivante sur l'école. Euh, j'ai euh, j'ai constaté que c'est une école où il y a eu beaucoup de turnover, c'est-à-dire que l'équipe qui est là est constituée de quelques enseignants titulaires, très peu, qui sont Vous pouvez restés me donner, par vous pouvez me donner les choix. proportions, Mariam, des gens qui sont installés et des gens qui arrivent? Ça représente combien? Alors, c'est environ 5 à 6 personnes qui sont installées depuis plusieurs années contre 10 à peu près Tourne. de, de personnes qui viennent et qui partent parce que du coup, on a aussi beaucoup de contractuels. On a deux Ah là stagiaires, là 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 plus là là là. des contractuels, plus des néo-titulaires. Alors, la proportion de néo-titulaires, elle est quand même plus importante. Les titulaires de première année, deuxième année et troisième Ouais. année. Et c'est pas forcément des enseignants qui avaient pour premier vœu de venir dans cette école. C'est-à-dire que c'est des enseignants qu'on a un peu aussi placés par là pour combler des manques, des trous. Donc, je pense que c'est quand même une donnée très importante à, euh, Tout à à fait. prendre en compte. Parce que du coup, ça rentre aussi dans la pénibilité. Parce que quand on n'a pas fait le choix de venir enseigner dans ces endroits-là, bah, ça devient d'autant plus pénible. Et il y a donc un repli sur soi. Je pense que c'est ce qui fait que chacun un petit peu reste planqué dans sa salle de classe et essaye de faire comme il peut. Et je pense que comme vous dites, ça peut être paradoxal, mais c'est justement là où il faut faire l'effort, justement, de se dire que c'est l'union, justement, qui fait la force et qu'il faut s'inscrire dans des valeurs.
Ce que j'ai tenté d'expliquer à plusieurs reprises à la directrice, et je pense que ma directrice est à l'écoute. Je pense Mhm. elle est consciente, voilà, de certaines difficultés que l'on rencontre, donc elle nous entend, elle nous écoute. Mais je constate aussi quand même que dans sa posture, elle essaie un petit peu de contenter tout le monde, sauf que c'est quasiment mission impossible parce qu'elle est avec l'inspection, avec la mairie, avec les parents, avec les collègues, avec les élèves. Et voilà, on voit nous-mêmes que cette énergie, qu'elle déploie, elle se fatigue aussi énormément. Et donc moi, j'ose même plus parfois aller dans son bureau parce que je la vois acculée en train de régler Mhm. tout un tas de problèmes, de difficultés. Je me dis, je vais même pas aller la déranger. Je vais pas... Et pareil pour les collègues, hein. Donc c'est assez compliqué d'essayer de poser tout le monde dans un rapport humain, de se dire, bon, là, ok, on a ça comme difficulté à gérer, mais posons-nous, réfléchissons à ce qu'on peut faire ensemble, même si on va pas essayer de régler tous les problèmes, de faire plus, ça sert à rien de se lancer dans 1000 projets. Faisons peu, mais faisons bien. Et n'essayons pas aussi de contenter tout le monde, d'essayer de régler tous les problèmes parce que on se surmène. Ce que vous êtes en train de dire, c'est une description d'abord qui est très sincère, je trouve, là, dans ce que vous exposez. On voit très bien, on comprend très bien ce qui se passe dans ce lieu. Euh, Si vous voulez, pour revenir sur le sujet de cette histoire d'accueil, là, et puis des listes, bon, je vais être un peu sévère, mais les 5 personnes qui sont installées, elles ont tout intérêt à ce que ce phénomène de turnover leur permette de se dégager d'un certain nombre de difficultés pour eux. Donc il y a un phénomène de toute façon d'installation et d'avantage. Bon. Ça, c'est une première observation. Sinon, ça ne tournerait pas comme ça. Deuxième sujet, la directrice qui arrive, ça fait partie de l'état des lieux, elle est nouvelle. Et donc, elle aussi, elle doit faire sa place dans le relationnel. Et elle doit faire cette place en sachant très bien qu'il y a des titulaires installés qui vont être là l'année d'après, et il faut qu'elle se fasse accepter par ce groupe, y compris dans la durée, compte tenu qu'ils sont là depuis longtemps. Bon. Donc elle a des enjeux qui sont des enjeux diplomatiques. Alors, au demeurant, une fois qu'on a dit cette position qui est délicate, hein, qui est une position où elle est prise entre des contradictions, hein, mais c'est souvent le cas hein, dans les contextes humains comme ça, hein, quand on a à gérer les ressources humaines. Mais au demeurant, là, hein, vous avez fait un état des lieux. Là, je redeviens, si vous voulez, je reprends une sorte de registre de parole, qui est un registre de parole professionnel. Dans l'état des lieux que vous avez fait, vous avez dit il y en a 5 qui sont installés, et puis il y en a un turnover sur 10. Et ça fait partie un peu de l'histoire de l'établissement. Cet état des lieux, c'est un diagnostic de départ. Vraiment, c'est majeur comme état des lieux, comme situation de départ. Et donc, par conséquent, euh, dans un projet d'école, c'est une des bases du diagnostic qui doit être posée, c'est-à-dire le turnover. Et ce turnover, il doit être géré comme étant une situation qui crée un certain nombre de problèmes. Voilà. Parce que je regrette de dire, mais y compris par rapport aux élèves, si on a une répartition, je l'ai déjà dit, mais des répartitions déséquilibrées, des avantages en termes d'équipe, c'est le fonctionnement pédagogique même de la classe, de certaines classes, qui est mis en difficulté. Donc d'un point de vue professionnel, de toute façon, en projet d'école, il doit être posé le diagnostic de ce turnover, et derrière cette question du turnover, quelles sont les stratégies de travail qui doivent être mises en place pour créer les conditions les moins mauvaises par rapport à ce turnover. Ce turnover n'est pas bon par rapport à une école, dans ces proportions-là, hein.
Vous avez également évoqué sur le plan individuel les personnes qui étaient là qui ne veulent pas l'être, etc. Donc évidemment, là, il y a un malaise de l'inscription sur le lieu qui se pose par rapport par rapport à cette école. Ça doit être posé en tant que tel, hein. Je rebondis. Comme on est en REP, il y a aussi, et c'est une question, Mariam, mais il doit y avoir des coordonnateurs de REP. En dehors de la directrice, il doit y avoir d'autres personnes qui évoluent sur le fonctionnement de l'école. Oui, certainement, mais non, on les a jamais vus. Ils sont pas du Waouh! tout présents. Non, mais c'est inouï, quoi. Enfin, moi, je tombe des nues, là, hein. Je veux dire, normalement, sur une REP, il y a un coordinateur de REP qui fait les liens avec les collèges, le secteur des écoles, etc. Vous la connaissez pas, cette personne? Pas du tout. Waouh! Je veux dire, c'est pas possible, quoi. Et les corps d'inspection, vous les avez vus? Alors oui, on les voit que dans les cadres de nos 108 heures de formation obligatoire. On les voit quand on est formé sur l'inspection pour les cours de français, de maths, tout ce qui est obligatoire, les plans Formation académiques. Mais en dehors de de- ça, nous, quand on a des questions ou des problèmes dans nos classes, on n'a pas du tout accès à un réseau des coordinateurs qui nous aident, hein, pas du tout. Waouh! Écoutez, là, moi, est-ce qu'au niveau des 10 personnes qui font partie du turnover, vous avez des personnes avec lesquelles, malgré tout, vous pouvez avoir des liens d'affinité? Ah oui, oui, bien sûr. Heureusement, on a eu des collègues avec qui on a pu faire des projets ensemble. Mais ça venait vraiment d'une volonté de notre part de travailler ensemble. Et c'était pas initié par le corps de la circonscription ni les coordonnateurs REP. Alors écoutez, donc là, moi, je suis là pour essayer de donner des pistes, hein, de travail, hein, à partir on va dire, d'une expertise passée, hein, sur ces sujets-là. Mais en termes d'énergie, hein, compte tenu des questions que vous avez soulevées, qui me semblent très graves, en termes d'accueil, en termes de composition des classes, parce que ce sont des noyaux durs, ça, du fonctionnement. Si on fait l'impasse sur ces préalables-là, on en pâtit toute l'année ensuite derrière. Donc, juste par rapport à ça, à partir du moment où dans le groupe de ceux qui sont dans le turnover avec lequel il se crée des affinités, on fait des projets. J'entends très bien, vous devez en être content d'avoir réalisé cela. Oui, Mais il faut hiérarchiser les ordres d'importance. Et par rapport à ce que vous m'avez dit, la question du turnover, de l'accueil, etc., c'est un projet. Et donc on peut penser projet classe, on peut penser projet pédagogique, mais il y a également une dimension qui est une dimension qui peut être une base dans le travail, qui est qui sont des projets de fonctionnement. Et donc si au niveau du groupe, il y a la force suffisante, parce qu'il faut une certaine force, hein, il faut une capacité d'expression dans les réunions, mais s'il y a ce possible-là, en termes de temps consacré à la réflexion, je crois que vraiment, il y a des réglages de fonctionnement à faire par rapport à ce que vous êtes en train de m'expliquer. Et donc, je le poserai, moi, comme étant des enjeux prioritaires. oui. Oui, alors surtout qu'en termes de projet, nous, on a initié des choses avec les collègues et ensuite, on a la hiérarchie aussi, donc ce qu'on appelle, nous, des conseillers pédagogiques. Je C'est connais très plus, bien, hein, si vous voulez, ouais, je ne suis pas ignorant de tout ça, hein. Mhm. oui. Et ces conseillers pédagogiques, en fait, c'est plus eux avec qui on a affaire au D'accord, quotidien. Et donc, ces conseillers nous donnent quand même un cahier des charges qui est d'accord. assez imposant, donc qui empiète largement, moi j'estime que ça empiète sur notre liberté pédagogique, parce qu'il nous impose de faire des projets sur des thématiques. Donc,
par rapport aux mathématiques, cette année, on nous a imposé un certain schéma en barre de la pédagogie de Vergniaud. Alors, c'est pas quelque chose que moi, Alors, j'ai aimé, hein, bien sûr, me renseigner là-dessus parce que je suis quelqu'un qui aime bien un petit peu toucher à tout et me former. Mais La pédagogie de Singapour, vous êtes inspiré de ça? oui, oui, tout à fait, oui. Oui, je De vois très bien. Singapour. Ah, d'ailleurs, Oui, Mariam, il me semble, excuse-moi, que toi, tu fais de la différenciation, c'est ça? oui, beaucoup. On pourra en Oui, reparler peut-être après, justement, parce que ouais, c'est Et, un c'est souvenir. obligatoire, hein. mais en fait, Je prends tellement excuse-moi, d'exilés. je souhaiterais que Marianne nous explique un petit peu cette relation avec les conseillers pédagogiques qui sont là normalement en accompagnement et en soutien et qui portent un certain nombre de toute façon d'orientations données Non, par l'institution qui fait il y a une gêne par rapport à la liberté pédagogique. Alors sur les mathématiques, je ne l'ignore pas. Sur le français aussi. oui, sur le français aussi, sur la production d'écrit et le vocabulaire, parce que c'est vraiment là où le bas blesse en REP. On a constaté d'énormes difficultés quand on a fait les évaluations nationales notamment, qu'il y Mhm. avait un niveau de très, très, très faible en vocabulaire et donc il fallait inscrire ça dans le champ de la production d'écrit. Ce que je suis totalement d'accord là-dessus. Mais si vous voulez, j'aurais voulu un peu plus d'accompagnement et de la part des conseillers pour nous former et non pas pour vérifier qu'on fasse bien notre travail. Parce qu'ils viennent pour nous dire, on va vous visiter tel Ah, jour, donc en nous ouais. disant tel jour, telle heure. Et donc, il faut faire ça, ça, comme ça. Et donc, après, on doit se débrouiller. Donc, comment on fait, ça, c'est à nous de voir. Par contre, ils veulent voir vraiment un travail différencié, un travail de groupe, de la recherche, de la manipulation, et à nous de trouver les ressources, le matériel, tout ce qu'il faut. Mhm. Alors, sur la question des conseillers pédagogiques, là, hein, les modalités d'intervention, hein, eux-mêmes sont instrumentalisés par les commandes de l'institution. Oui, C'est-à-dire, bon, vous le savez, je veux dire, là, on est sur un plan maths français qui arrive à marche forcée avec l'introduction. Les années précédentes, c'était un certain nombre de méthodes qui étaient liées au cognitivisme, sur lesquelles le premier degré a reçu un certain nombre de cahiers de préconisations pour l'apprentissage de la lecture et de tout à fait. l'écriture. Voilà. Et puis là, c'est sur les mathématiques qu'il y a une orientation qui est donnée avec les méthodes de Singapour, qui est une méthode d'ailleurs tout à fait remarquable, hein. La question n'est pas là. Mais ce qui se passe, c'est que en fait, ce type de commande institutionnelle, ça ne cesse de tourner, hein. C'est-à-dire que là, je prends un pas de recul, mais le système est en presque quasiment en crise, avec des difficultés considérables qu'on n'arrive pas à surmonter. Et donc, il y a un certain nombre de résolutions institutionnelles qui sont données, et qui tournent dans une sorte de réformisme accéléré. Le circuit, là, hein, sur la méthode de Singapour, il faut être très clair, là, je démystifie les fonctionnements. Il y a un conseil scientifique qui a été mis en place par Jean-Michel Blanquer, qui est piloté par Monsieur Dehaene, qui est cognitiviste, et dans les membres de ce comité scientifique, il y a une personne qui est une spécialiste des mathématiques et qui porte, avec beaucoup de talent d'ailleurs, la méthode de Singapour. Et il suffit finalement de ces situations de recherche, d'instances qui sont mises en place pour qu'ensuite ça se diffuse comme sur des modes injonctifs au niveau de tout le système. Voilà. Et les conseillers pédagogiques qui sont sous l'autorité des IEN ont pour commande de faire passer ces réformes-là. Voilà. Et donc ça occupe une grande partie de leur temps, de leur occupation. Ça porte atteinte à la liberté pédagogique des professeurs des écoles et je suis entièrement d'accord avec ça. Je pourrais vraiment le commenter, ce phénomène. Il faut se dire que beaucoup d'entre eux ont aussi une impression de perte de sens
par l'envahissement qu'il peut y avoir de ces techniques pédagogiques dans leur travail, par le biais des formations, ensuite des applications qu'ils doivent exécuter d'un point de vue technique. Et là, il y a effectivement quelque chose comme un sens du métier qui est susceptible de se perdre. Euh, alors, comme tout à l'heure, je faisais un pas de côté en se demandant, mais qu'est-ce qu'il faudrait? Et là, là, je suis dans l'utopie, hein, compte tenu de la manière dont l'institution fonctionne, hein. Mais ce qu'il Déjà, je faudrait, pense que la formation, là, elle est essentielle parce que quand on parle des mathématiques, ça demande déjà des savoirs disciplinaires et des savoirs didactiques tout à très fait. importants. Et là, quand on m'a demandé de faire toute une séquence avec la visite des conseillers pédagogiques en mathématiques, plus l'inspectrice, donc elles étaient trois dames venir nous visiter dans nos classes, il a fallu faire un travail de recherche. Et donc, j'ai travaillé avec deux collègues, donc une contractuelle qui venait de La Réunion et qui était première année, donc première expérience, et une stagiaire donc qui venaient d'obtenir le concours, donc première année, première expérience. Là, pour leur expliquer la démarche de faire un rallye mathématique en groupe, en faisant des ateliers, alors qu'elles ne comprenaient pas déjà en amont comment résoudre un problème, quelles sont les étapes didactiques de recherche, de manipulation, etc., dans une fiche de préparation, c'était très, très compliqué. C'est-à-dire qu'on faisait des réunions à rallonge, à la fin, on a fait vraiment ce qu'on a pu. Mais je pense que déjà, avant d'avoir ces exigences, il faut former le personnel, les enseignants. Ce sont des problèmes très compliqués que vous soulevez parce que Mm. je prends un peu de recul hein, par rapport à votre propos. Ça vient d'un constat qui est un constat national, hein. D'abord, il y a un échec retentissant sur les progressions en mathématiques. On est parmi les derniers en Europe sur les mathématiques. Les écarts qui se creusent sur l'enseignement des mathématiques aux dernières évaluations PISA nous mettent parmi les derniers du monde dans ces enseignements. Et il y a devant, parce que c'est cet ensemble-là, des enjeux qui sont des enjeux économiques où l'importance des sciences et des mathématiques dans l'ingénierie, dans l'informatique, etc., sont des conditions de la compétition internationale importantes. Et donc, comme il y a ce défaut de l'enseignement des mathématiques, il y a une mobilisation nationale. C'est une mobilisation autour de l'enseignement des mathématiques et en particulier sur le premier degré. Alors, je développe un peu. C'est vrai sur le second degré parce qu'il y a un problème de recrutement des profs de maths, hein, qui évidemment préfèrent aller sur des métiers qui soient plus lucratifs. Mais c'est un problème également qu'il y a beaucoup sur le premier degré au niveau de l'enseignement des mathématiques. Pourquoi? Parce que les profils des professeurs des écoles et sur certains départements avec des conditions de recrutement qui deviennent de plus en plus difficiles, et en particulier effectivement des départements comme le Val d'Oise, euh, il y a un déficit de formation en mathématiques à la base. Parce que les profils des personnes qui vont passer le concours ce sont des gens qui ont fait psycho, qui ont fait plutôt des matières littéraires et qui ont fait plutôt moins des enseignements mathématiques. Un professeur des écoles qui aurait fait une licence de maths, c'est de l'ordre de la rareté. Voilà. Exactement. Alors qu'un professeur des écoles qui a fait une licence de français ou une licence de l'histoire-géographie, de sociaux ou de psycho, ça va faire la majorité du vivier. Voilà. Et donc, par conséquent, le plan mathématique est une tentative par des formations obligatoires, hein, d'ailleurs, hein, c'est contractuel, il y a un certain nombre de journées qui est obligatoire. C'est une tentative de courir après un lièvre que l'on n'a pas, qui est celui des bases mathématiques. Et quand on sait sur la méthode de Singapour la pensée
qu'il faut en profondeur qu'il faut avoir pour comprendre la dimension de la numération, de la façon de poser les problèmes à partir de conditions concrètes, etc. Ça demande un niveau de logique dans la compréhension des mathématiques que les professeurs des écoles n'ont pas. Donc on est en train de lancer des opérations comme ça sur les formations en accéléré, parce que en amont, il y a de toute façon une carence de formation. Voilà. Et donc, ce que vous êtes en train de dire, vous vous êtes mobilisé, bravo, hein, avec les contractuels, et bravo d'autant plus, compte tenu de leur situation, pour essayer d'investir ce champ-là. Bon, ben là, ça démontre toute l'implication et l'engagement des enseignants, mais dans un contexte global et institutionnel qui ne peut pas suivre, qui n'est pas Et la mesure. avec la pression de bien faire aussi, parce qu'il fallait montrer des résultats. Il Et fallait alors montrer ensuite, qu'on arrive à bien faire. il y a la dimension du contrôle et du rapport à la hiérarchie. J'entends bien ce qui vient faire cumuler les charges mentales de ce travail-là dans des secteurs difficiles, plus la pression de la hiérarchie par rapport à ce que l'on doit faire. Il arrive un stade là, hein, on tire trop sur la ficelle. Voilà. Et soyons clairs. Ce qui est en train d'être raconté là, on en demande trop aux gens. Voilà. Et il ne faut pas s'étonner que ben, les gens ils rentrent la tête, ils inhibent, ils perdent un certain nombre de valeurs dans les relations parce que c'est trop. Voilà. Ce que raconte Mariam là, de façon très concrète, très pratico-pratique, on voit que c'est trop. Voilà. Euh, Remontons le fil à l'envers. Ça demanderait au niveau de la formation initiale et en particulier, il y a une réorganisation là, de la formation initiale dans le cadre de la réforme jusqu'à la licence, un travail évidemment beaucoup plus soutenu sur les mathématiques, mais si on fait un travail beaucoup plus soutenu sur les mathématiques, il faut écarter d'autres enseignements. Bon. Donc tout ça, ce sont des choix qui sont à faire sur des lignes dures de Que nous, développement. on nous demande de faire en plus 3 heures de sport. On nous demande en plus de faire du théâtre, parce que ça, c'est aussi inscrit dans le projet d'école. On nous demande plus d'art plastique, on nous demande plus de langue, d'anglais. Donc, aussi Ah 3 heures non, par mais semaine. Mariam, Ah ouais, on va trouver tout ce temps. là, il y a un problème de temps, il y a un problème d'exposition, parce qu'on n'en a pas parlé, hein. Vous avez parlé tout à l'heure de jeunes handicapés, qui étaient des calourds dans la classe. On n'a pas Oui. parlé encore de cette histoire de la gestion de la classe, qui est un peu un sujet, une spécialité d'Omar, hein. Alors ça, Mais c'est toute la question de l'inclusion. On arrive à ces limites au bout d'un moment parce qu'en plus, on avait plus d'AESH là, il y a quelques années. Là, on nous a retiré encore une qui va partir cette année. Donc, il y a aussi question des personnels. On a une enseignante Ulysse sur le groupe scolaire qui gère donc qui est sur les deux écoles. Donc et une seule infirmière sur toutes les écoles de la ville. Donc ça devient très 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 compliqué. Et là, c'est vraiment une grosse problématique. je, Donc, je, non. je reprends un certain nombre de questions que vous avez soulevées sous l'angle de qu'est-ce qu'il faudrait. Parce que bon, les problèmes sont soulevés. On voit qu'il y a des effets de saturation. Les gens ont la tête sous l'eau, à plusieurs étages d'ailleurs, hein, que ce soit en termes de formation, de difficultés avec les élèves, de travail en équipe. Enfin, on a l'impression que de tous les côtés, c'est compliqué. Bon. Donc, une fois qu'on est rentré finalement presque dans cette, cette opacité-là de l'activité professionnelle, qu'est-ce qu'il faudrait? Je reviens d'abord sur les conseillers pédagogiques. Alors, c'est la vieille formule hein, bien célèbre, mais il faudrait donner du temps au temps. C'est-à-dire que si on n'est pas dans les précipités de formation, dans les commandes de l'institutionnel, au niveau des conseillers pédagogiques, il y a par exemple un temps qui serait à prévoir, qui est un temps tout simplement d'écoute.
Il faudrait qu'il y ait un travail là, cette école entre l'écoute des conseillers pédagogiques, le coordinateur ZEP, qui est une mission qui existe, hein, qui est statutaire. Il y a une personne qui est payée, je ne comprends pas qu'elle ne soit pas apparue là. Voilà. Et la direction, de telle manière à ce que les problématiques qui sont vécues, elles soient entendues, elles soient exprimées. Bon. Et ça, c'est du temps, déjà, au niveau des ressources humaines. On parle des problèmes de reconnaissance des enseignants dans l'institution, ça passe par ce temps et par cette écoute des personnes. Bon. Et la capacité dans laquelle ils se trouvent de pouvoir s'exprimer. On n'est pas reconnu tant qu'on n'est pas exprimé et pas écouté. Hein. C'est pas possible, ça. Bon. Mais pour arriver à ça, il faut détendre les obligations de formation par rapport au conseiller pédagogique. Il faut que le coordinateur culture, le coordinateur ZEP soit pas un ovni, soit pas un objet non identifié dans cette histoire. Et il y a des structurations et des fonctionnements qui sont à construire dans cette école. Alors, Ça, on va c'est faire une petite pause et puis on va reprendre. C'est parti. bon. Donc déjà, au niveau des conseillers pédagogiques, de la structuration, je dirais ça. Mais ensuite, sur cette question des formations, euh, je pose la question donc, qu'est-ce qu'il faudrait? Alors, donc, j'ai déjà parlé de la formation initiale du contexte dans lequel on se trouvait par rapport à la formation initiale. Formation initiale qui est surchargée de corporations et que donc, pour se donner des priorités, il faudrait pouvoir être capable, avoir le courage politique d'élaguer hein, dans les formations initiales. Bon, à partir de là, les gens seraient plus solides. Mais ensuite, une fois qu'on est sur le terrain, ma formule d'entrée, c'était de donner du temps sur, par exemple, la mise en place, la formation aux méthodes de Singapour. Il faut avancer pas à pas, pas à pas. Ah, C'est-à-dire que est-ce que vous pouvez un peu, enfin, me dire rapidement un peu ce que c'est que la méthode de Singapour? non, j'ai écouté hein, une conférence sur la méthode Singapour de cette personne-là, mais le sujet m'intéresse et Omar, je répondrai volontiers à la question, mais là, je ne suis pas à même. Donc, D'accord. il faut être honnête, si vous voulez, par rapport à ça. Mais quoi qu'il en soit, mais de toute façon, Mariam peut-être pourra nous le dire, mais c'est une façon de concevoir les mathématiques tout autrement que par l'abstraction. Ah, Hein. c'est C'est-à-dire, du voilà, concret vers l'abstrait. Donc, du surtout en concret. manipulant. En Voilà. manipulant, voilà, c'est à ça que je pensais. On C'est une touche. méthode, On c'est une touche. méthode inductive, mais c'est Mhm. plus qu'une méthode inductive parce qu'il y a eu déjà des méthodes inductives qui ont été proposées dans l'enseignement des mathématiques, y compris des sciences, la main à la pâte, enfin, etc. C'est toute une histoire, la méthode inductive. Mais là, en plus, il y a une capacité à penser les mathématiques. Donc, on passe du concret pour arriver à une compréhension de la façon dont la diagonale du carré va être comprise, qui fait qu'à un moment, on comprend tellement la dimension de la construction de la diagonale que on participe avec l'élève presque dans un effet de révélation de cette compréhension. Voilà. Et c'est dans la méthode de Singapour, si vous voulez. Donc je ne peux pas m'en expliquer parce qu'il faudrait que je passe davantage de temps sur la compréhension de cette dimension de la pensée mathématique dans cette D'accord. méthode. Voilà. Et ça, c'est un travail. Hein. C'est un énorme travail. Je me permets juste de Oui, oui. rebondir dessus parce que je l'ai enseigné pendant une année parce que c'était un choix d'équipe. Donc, on avait tous la méthode de Singapour à utiliser en CE1 et elle demande beaucoup de préparation. Donc, on passe du concret, on manipule avec des objets réels, donc des jetons, des cubes. Par exemple, pour résoudre 8 plus 3, on prend 8 cubes plus 3, on les compte, puis on fait un dessin. Donc, il y a une modélisation avec des schémas en barre.
Et donc ça, c'est vrai que c'est bien pour comprendre, hein, pour imager des barres modèles. Mais ensuite, quand on va passer à ce qu'on appelle la phase d'institutionnalisation avec des fiches, bah, certains vont très vite y arriver et d'autres, du coup, moins bien parce ils sont habitués à passer essentiellement par de la manipulation et des objets. Donc, pour moi, c'est une méthode qui a certaines limites. Voilà, je la trouve intéressante, hein. Je pense qu'elle est bien pour essayer, mais en tout cas, moi, j'ai eu du mal à me l'approprier, en tout cas. Mhm. D'accord. Enfin bon, sur les explications moi, que je peux indiquer, euh, mais ça renvoie à la façon dont on travaille. On est sous pression sur un problème qui est posé au niveau national et il y a vraiment un effet d'instrumentalisation en accéléré des gens qui sont sur le terrain, alors que une pratique pédagogique, c'est une longue durée. Et l'appropriation d'une pratique pédagogique, c'est de la très longue durée. Voilà. Et là, il y a un temps politique, il y a un temps du pilotage qui ne correspond pas au temps d'appropriation. Voilà. Et donc, à partir de là, on met les gens dans des situations difficiles, dans une situation limite. Un enseignant, c'est quelqu'un qui a une expérience, il sait des choses. Et donc, quand on l'amène sur une autre méthode, c'est c'est une sorte de révolution du sens quand on change de méthode comme ça. Et donc, il y a Donc les toute une réformes lenteur. viennent parasiter un peu le travail des enseignants Il y a qui toute une essayent lenteur. d'apprendre voilà, pour qui en fait apprendre, comprendre et enseigner, ça prend un certain temps. Et donc réformer, faire des réformes qui changent tout tous les 5 ans, en fait, ça empêche les enseignants Et de puis c'est faire leur travail. surtout que nous, on aime bien, on est quand même très attaché à notre liberté pédagogique, au fait de pouvoir choisir nous-mêmes nos méthodes et se les approprier. C'est quand même le moteur de notre métier. Donc, on veut bien essayer, mais qu'on nous impose une méthode et qu'on doit s'y tenir, c'est vrai que ça nous fait pas plaisir. Ça, c'est une évolution, hein, parce que si on reprend les vadémécum des instituteurs de la Troisième République, c'était un postulat, la liberté pédagogique. C'est-à-dire qu'on demandait même dans ces vadémécum que les enseignants soient dans l'expérimentation, dans la recherche de leur propre méthode. On n'est Oui. pas du tout dans cette époque-là. C'est-à-dire que Ah là, oui. aujourd'hui, que ce soit sur le lire et l'écrire, que sur les mathématiques, c'est injonctif. Y Et compris, moi, j'avais commencé, et je pense que c'est très récent ce changement, ce virage vers des méthodes qui sont comme ça imposées, parce que quand j'avais commencé, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 10 ans, et on avait totalement la liberté de choisir nos méthodes et on pouvait se les fabriquer entre guillemets nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on piochait un petit peu à droite à gauche des choses qui nous plaisaient en mathématiques et on faisait nos propres classeurs. Alors ça, c'est plus vu aujourd'hui. Je vois très peu de collègues qui arrivent dans le métier construire eux-mêmes leurs outils. Ils vont surtout piocher sur des sites internet, dans des fichiers de maths et photocopier. Alors, ça, c'est pas comme ça pour moi, hein, c'est pas comme ça qu'on enseignait maths. écoutez, Mariam, ça confirme tout à fait ce que je pense et d'un virage effectivement dans l'organisation du travail des enseignants. Et ça, c'est particulièrement prononcé dans le premier degré, hein. Oui, C'est- surtout les sites internet, hein. Je pense que ça a été une aide et en même temps, ainsi que l'intelligence artificielle, hein. Je veux dire, c'est quelque chose pour moi, qui a freiné beaucoup nos savoir-faire parce qu'on va plus chercher à faire nous-mêmes. On a des sites maintenant aujourd'hui qui font quasiment du clé en main. Vous allez dessus, vous cherchez programme de maths, vous avez tout photocopié et puis vous faites. Et puis malheureusement, on voit ça en REP. Sauf Mais que Mariam, l'enseignement, c'est un rapport à l'élève. Donc, dans tous les cas, même si tu vas sur Internet chercher tes cours, chercher des cours, il faut l'enseigner, il faut le transmettre à l'élève. C'est autre chose. On peut pas le faire, c'est Oui, pas mais l'élève qui va il y en transmettre. a qui le font pas, c'est-à-dire tous les jours, c'est des fiches d'exercice. Moi, je sais que Ah, dans d'accord, il dans faut ma lire classe, des fiches comme ça tous les jours.
Ah oui, 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 sans aucune phase de découverte ou de recherche, de manipulation. C'est tout de suite, tu arrives le matin, ouvre ton cahier, page, comme au collège, 45, exercice 1, 2, 3, et voilà, on va te lire la consigne une fois, et ensuite l'enseignant circule dans la classe pour aider un petit peu, et puis les enfants font leurs exercices. C'est réellement comme ça que ça se passe. Mais ça, c'est parce qu'ils sont sous pression, fatigués, ou parce que... pourquoi? Parce que si s'ils sont sous pression tout le temps, s'il y a 3000 injonctions Alors, autour d'eux... c'est un mélange, hein. Je pense que c'est plusieurs éléments à la fois. Ils savent pas faire. Faut être honnête, hein. Je pense que déjà, ils savent pas faire. Il y a un manque de formation. Ils savent pas enseigner les maths. Et il y a tellement de choses à faire. Voilà. Donc, je pense que c'est aussi la facilité d'aller chercher que des fiches d'exercice et de faire ça tous les jours. Voilà, pour ne pas être noyé aussi par la charge de travail et ne pas être embêté. Voilà. Donc, on va chercher des fiches d'exercice. Hmm. Oui, oui, non, mais moi, ça confirme tout à fait l'évolution que je vois en train de se faire. C'est formidable, hein, parce il était une époque, y compris par rapport aux conduites de l'enseignant, par les corps d'inspection, il demandait à ce qu'il y ait de la construction, de l'initiative, etc. Et justement, les exercices précollés, en quelque sorte, étaient très critiqués sur le plan de la pédagogie. Voilà. Mais là, ce que l'on voit, c'est que, enfin, ce que dit Mariam, hein, on a affaire à des gens qui sont mal outillés en termes de pédagogie, de pratique de la classe. Donc, ils doivent se débrouiller avec des outils à court terme. Voilà, et ils vont au plus facile. Mais ce qui fait l'évolution que cela donne, c'est que ça devient un travail d'ouvrier spécialisé qui technicise en quelque sorte l'acte pédagogique. Or, d'une certaine façon, ça a été dans votre question, Omar, mais il y a une traduction Oui, oui, c'est ça, c'est-à-dire l'élève. que c'est à ça que je pensais, c'est-à-dire que je me disais, dans tous les cas, même si on pouvait récupérer des cours tout faits, il faut les traduire, il faut les transmettre. La pédagogie, c'est pas un truc qu'on lit. Ça m'a étonné ce que Mariam disait sur le fait qu'il lisait les cours ou qu'il les photocopiait, parce que pour transmettre quelque chose, il suffit pas de... Ah, ça se saurait, hein, s'il suffisait pour les élèves de lire le manuel pour qu'ils le comprennent, ça se saurait. Non, mais je peux donner un exemple très simple, hein. Nous, dans les nouveaux programmes, on nous demande d'enseigner les fractions. Alors nous, on avait déjà commencé en CE1 à faire un petit peu des fractions. Et là, pour moi, avec mon niveau et ma classe, je suis obligée de m'adapter. Je me vois pas donner des fiches d'exercice avec le symbole de la fraction sans passer d'abord par du matériel, par des choses à manipuler, des objets pour comprendre le principe du partage. Et vous avez des enseignants qui vont aller directement chercher des exercices et expliquer au tableau de manière magistrale. Et il y a certains enfants pour qui ça ne fonctionne pas du tout. La majorité de la classe ne va pas comprendre les fractions avec juste le signe au tableau en expliquant de façon abstraite comme ça. Ça fonctionne pas. Hum. Oui, oui, non, mais tout à fait. Mais ce qui est en train ce qui est intéressant là, hein, c'est un point de vue partagé par Mariam et par moi, hein, d'ailleurs, hein, c'est que, je veux le dire avec des mots un peu sophistiqués, mais un acte pédagogique, c'est penser la pensée. Et donc, ça implique qu'il y a une dimension de l'interprétation, mais de l'interprétation en situation par rapport à la pensée de l'élève. Et si on technicise l'acte pédagogique, c'est comme si on écrasait toute cette dimension-là. Et le Mm. sens de ce métier, il est dans cet acte de pensée mutuelle, en quelque sorte. C'est pour ça que l'enseignant, c'est d'abord et avant tout un interprète, un traducteur entre les uns et les autres. Et si dans sa matière, finalement, il n'a pas une pensée suffisante de la traduction, eh bien, il y a une sorte de couvercle qui se met sur la relation pédagogique. Et les effets de technicisation, où on a affaire à des maîtrises scientifiques très importantes
qui sont injectés comme ça dans les méthodes pédagogiques, avec le comité d'éducation scientifique de l'éducation nationale, à mon avis, c'est une rationalisation qui est contraire à cet esprit-là dans dans l'évolution du système. Et c'est ressenti, hein, parce que les professeurs des écoles qui s'expriment par rapport à tout ça, ils parlent d'un problème de sens de leur travail. Devenir un ouvrier spécialisé, c'est perdre le sens dans le rapport à la pédagogie. Et ça, il y a, il y a effectivement un retour d'expérience par rapport à ça. Et c'est très très mal pensé, hein, dans notre système, parce que les problèmes d'attractivité, c'est des problèmes d'argent, c'est des problèmes de mutation, tout ce qu'on voudra, mais c'est des problèmes de sens, en particulier dans ce métier. Et si on porte par des pilotages des atteintes au sens de ce métier, ben on touche aussi les effets d'attractivité. Oui, après, c'est aussi toute la question de la différenciation. C'est comment gérer la différenciation au sein d'une classe avec des niveaux d'élèves très hétérogènes. Et alors, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je serais plutôt d'avis à repenser le système du REP, revoir comment fonctionne le réseau d'éducation prioritaire, parce que pour moi, il fonctionne pas. J'entends bien et je comprends que ça vient d'une volonté de structurer l'école de l'égalité des chances. Et je pense que ça part d'une valeur qui est très importante et qui est légitime pour l'école de la République. Mais on voit bien que balancer comme ça des programmes sur le plan national avec des méthodes, des actes professionnels qu'on voudrait faire dans toutes les écoles de France, c'est quelque chose qu'en pratique, on a énormément de mal à réaliser parce qu'on se rend compte qu'en fonction des écoles, on a des contraintes de matériel, on a des contraintes aussi d'équipe, des équipes qui vont être très formées et je pense que c'est pareil pour le second degré dans certaines écoles, certains collèges et d'autres non. Donc il faudrait à ce moment-là revoir les priorités selon les écoles, en fonction du lieu. Ce que vous êtes en train de... Enfin, j'essaye de comprendre, hein, Mariam, ce que vous êtes en train d'exprimer. Euh, vous dites qu'il faudrait donc revoir le fonctionnement des REP parce que finalement, il y aurait une sorte de préconisation nationale sur les REP qui ferait qu'elles seraient toutes englobées dans le même paquet, en quelque sorte. Alors que, il y a quelque chose qui est au local, avec des spécificités, et que donc il faudrait beaucoup plus travailler sur les dynamiques d'équipe au niveau local et beaucoup moins sur les conduites d'ensemble. C'est ça que le problème que vous posez? Oui, oui, tout à fait. Alors, sans vouloir négliger les mathématiques, hein, puisque c'est très, très important. Mais je pense que dans l'école où je suis, notamment, on a un énorme travail à faire sur l'enseignement moral et civique. Ça, c'est quelque chose Mmh. au niveau de... Mmh. Moi, je fais beaucoup d'éducation avec mes élèves. Ça, on n'en a pas parlé, mais ça me prend énormément de temps. Alors que pas mon rôle, c'est le rôle des parents, mais je passe beaucoup de temps à gérer des conflits, à expliquer aux enfants comment devenir élève, à expliquer aux enfants l'empathie, tout ce qui est du domaine des compétences psychosociales. Et donc ça, c'est une grosse priorité au niveau de mon environnement, de ma ville. Donc, et je pense que c'est pas forcément quelque chose qui va être important ailleurs, mais je pense qu'il faut inclure des spécificités quand même locales et pas imposer le même Oui, s'adapter programme. aux situations, aux villes, voire aux quartiers, etc. Oui, 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 oui. Là, en l'occurrence, je ne sais pas si c'est le cas, mais par rapport à ce que dit Mariam, et dans le prolongement de sa critique, parce qu'elle a prononcé une critique qui est celle qui devient un fil rouge là dans notre discussion, hein, où technicisation de la pédagogie, préconisation sur les REP, etc. Et un sentiment qu'il y a quelque chose dans la dynamique du travail au local qui est perdu par finalement des pilotages.
des pilotages J'ai descendants. l'impression qu'il y a une Voilà. déconnexion, il y a une déconnexion entre ce qu'on nous demande en théorie de faire au niveau de l'inspection du ministère et ce que nous, on fait dans nos classes en pratique. Donc, Nos besoins. ce qui est dit, c'est la nécessité d'une réappropriation, finalement, de son travail. C'est ça, à mon avis, qui est en train d'expliquer. Alors, dans différentes émissions qu'on a faites, ou y compris dans mon livre, je, je traite ça par une définition effectivement, d'un autre type de pilotage. Parce que c'est un pilotage à partir de problèmes nationaux, un certain nombre de conduites qui sont données par l'inspection générale, les corps d'inspection, etc. Or, l'autre type de pilotage, je l'ai déjà un peu dit, hein, dans mes propos antérieurs, mais c'est mettre les gens autour de la table. Donc ça, déjà, ça implique du temps. Ça consiste à accepter qu'ils sont fragiles, que ce ne sont pas des Superman et des Superwoman. Donc, ils sont susceptibles, qui sont en situation suffisamment de confiance pour pouvoir dire leur vulnérabilité dans leur activité. Et c'est de cette expression-là que on soulève un certain nombre de problèmes au local, effectivement, qui peuvent être jusque des problèmes d'ordre du personnel, euh, dans la façon dont les choses se composent au niveau local. Et c'est un pilotage autogestionné, en quelque sorte, Oui, oui. autogestionnaire, pardon, sur les modalités du pilotage. Ce qui demande, encore une fois, en termes du pilote, de celui qui dirige, des capacités d'écoute et de synthèse par rapport à ce qui s'explique. On voit là, entre les deux définitions, toute la question du pilotage qui est le pilotage descendant, et puis le pilotage qui est un pilotage de construction à partir de l'expression d'une équipe et d'une dynamique au local. Mais pour ça, il faudrait quitter cette sorte de leurre selon laquelle les maîtrises scientifiques du pilotage, que la maîtrise par le pouvoir descendant sur les situations, lâche prise. Il y a une capacité par rapport au fait de donner de la confiance aux gens, il y a une capacité qui consiste à les laisser à désirer. Et donc, il faut admettre une sorte d'effet, d'hypothèse, d'erreur, de doute dans les constructions. Et ça, c'est un lest, c'est un champ que l'on ne se donne pas dans les pilotages actuels. Et à mon avis, il ressort ce que dit Marianne, qui correspond complètement, de toute façon, à ma propre critique vis-à-vis de ça. En ce qui concerne les REP et les ZEP, je fais aussi une autre observation. J'ai travaillé au rectorat, j'ai été cadre au rectorat, j'ai donc vu un peu comment il était envisagé de conduire les pilotages des REP. Je participais aux réunions de direction du rectorat, donc j'ai vu à peu près comment se définissaient les conduites. Là encore, compte tenu que ce sont comme des sortes de zones de non-résolution dans la capacité que l'on a à faire évoluer le système, puisque malgré tous les moyens que l'on y met, les résultats stagnent de façon comparée. Donc il y a un trouble qui est repéré du côté des REP. Et alors à ce moment-là, il y a une demande vis-à-vis des REP, mais et une descente des corps d'inspection, des audits, des incitations, des impulsions, des animations qui sont suggérées, qui deviennent des overdoses par rapport aux REP et aux ZEP. Et il faudrait leur lâcher prise, les laisser tranquilles dans leur activité, plutôt que d'exercer cette pression, alors, pour le coup, sur ces lieux-là. Ça fait des années, on pilote comme ça depuis le milieu des années 90.
Et on le constate, nous, on la ressent énormément, cette pression. Et de se dire qu'on nous donne plus d'argent, plus de moyens pour avoir des résultats, c'est une forme de pression. Et Mhm. nous, on a un outil qui est le projet d'école, qui normalement est utilisé pour essayer d'adapter des projets au niveau local en fonction de nos besoins. Sauf que ce projet d'école n'est utilisé que pour satisfaire les demandes qui D'une viennent du dessus. institution, pilotage de Mhm. l'institution. C'est-à-dire qu'il y a une Institution, oui. instrumentalisation, on le voit, il y a une instrumentalisation par les pilotes des ZEP, par trop d'implication du descendant, y compris physiquement, hein, y compris dans les visites qu'ils peuvent donner, Oui, qu'il faut accueillir, oui, qu'il faut gérer. oui. Euh, et puis ça crée un rapport à la hiérarchie qui est pas du tout dénoué là, vis-à-vis de cette question-là. Donc ce trop-là, on a parlé des phénomènes de technicisation de la pédagogie. On voit du côté des conseillers pédagogiques qu'ils sont instrumentalisés sur des conduites qui sont des conduites nationales par rapport à ce qu'on leur Oui. demande de faire, qui sont les subalternes des inspecteurs qui leur passent ces commandes, et ces inspecteurs eux-mêmes sont sous l'autorité de l'inspection générale par rapport à ces conduites-là, et ainsi de suite. Et là, ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, c'est qu'il faudrait renverser la perspective de pilotage en donnant beaucoup plus de mou et d'initiative au niveau du local. Alors après, ça demande du temps, ça demande des capacités de pilotage, de coordination qui nécessitent ces savoir-faire, y compris sur le terrain, ce qu'il n'y a toujours, il n'y a pas toujours. Voilà ce qu'on peut dire en synthèse par rapport aux différents éléments là, de la conversation que nous avons. Maria, vous avez parlé des efforts que vous faisiez sur la différenciation. Ça va intéresser Omar, qui est le Ah mais spécialiste. je vous dis ça parce que il me semble qu'avec Mariam, on s'était un peu accroché sur Facebook par rapport à la différenciation. Ah, alors Voilà. ben, Tout c'est à fait. intéressant. Là, on a donc, est-ce que Mariam, vous pourriez nous parler de la façon dont ça se passe, cette différenciation Alors, pour vous? alors, bon, c'était il y a quelques mois, il me semble. Je n'ai plus tellement souvenir de cet accrochage, mais je me On souviens le de souvient, lui, hein, vous avez vu, mon propos. il a gardé un souvenir. Hein. Ah oui, Ah non, oui, mais c'est je bon, me suis dit, c'était- mais ça me fait penser à quelqu'un. Et alors, je crois que l'image sur Facebook, c'est une fleur. Et donc, je oui. me suis un peu rappelé de ça. Oui, bon, c'était un accrochage gentillet. Bon, tout va bien, tout va bien. Dans tous les cas, je me souviens de mon propos. Alors, en synthèse, c'était juste d'expliquer que pour moi, la différenciation, c'était vraiment un acte important que j'ai appliqué au quotidien parce que je voyais des effets pratico-pratiques chez mes élèves. Et voilà, donc même si ça me demandait plus de temps, plus d'énergie, plus de préparation en amont, pour moi, c'est un acte professionnel important, voire indispensable. Et je pense que Omar n'était pas d'accord. Exactement. Alors, Omar, quel est le point de vue d'Omar? Non, c'était alors, si je me souviens bien, donc Mariam avait dit que elle faisait de la différenciation, elle prenait en compte, enfin, elle faisait de la différenciation avec tous ses élèves. Et moi, j'ai dû lui dire quelque chose du type. Moi, je me suis accroché avec pas mal de monde, donc je dis ça un peu par rapport à au souvenir que j'ai, mais j'ai dû lui dire que c'est un peu la bonne poire qui fait tout ce qu'on lui dit, alors qu'en fait, si elle en faisait moins, peut-être qu'elle serait un peu mieux Ah considérée. oui. C'est un peu ça, plus ou moins l'idée, je crois. Oui, alors ça, j'étais plutôt d'accord sur le fait d'être une bonne poire parce que je pense que l'institution se sert, oui, évidemment, de nous pour faire ce travail-là, Vous avez sans parlé nous des donner parents, des je sais moyens. plus, un truc du type, mais si tu fais tout ce qu'on te dit, à un moment donné, bah, tu vas être, on va t'essorer et puis tu vas finir, voilà, en arrêt maladie, quoi. C'est là où j'étais pas d'accord. Je fais pas ce qu'on me dit de faire. Je fais ce que j'estime nécessaire. Et après, c'est sûr que je me sens pas soutenue ni aidée, bien au contraire, par l'institution. Mais Hum, pour moi, ça reste important de le faire. hum, 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 hum. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est porté par une exigence là, le, 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 la différenciation. Après, est-ce que vous avez l'impression que cette différenciation euh,
c'est quelque chose qui fonctionne? Enfin, est-ce que vous êtes satisfaite de la différenciation que vous pouvez mettre en œuvre? J'en reviens à ce principe de liberté pédagogique, c'est-à-dire pour moi, il est essentiel dans la mesure où je vais inscrire mon action dans le cadre d'une méthode que j'ai choisie et dans la façon dont j'estime la plus utile d'enseigner. Oui, j'en suis satisfaite. Après, quand on me demande, comme ça a été le cas cette année pour le projet pour le plan maths, de suivre un cahier des charges. Là, je vais être un peu plus réfractaire. Mais je me sens quand même obligée, malgré tout, de faire cette différenciation. Hum, hum, hum. En tous les cas. D'accord. Et est-ce que vous pourriez nous illustrer comment vous procédez pour mettre en œuvre cette différenciation? Alors, ça va être, par exemple, dans le cadre de résolution de problèmes de maths, où je vais avoir certains enfants dans la classe où ils vont être tout de suite dans l'abstraction, ils vont comprendre déjà l'énoncé du problème, et ensuite la consigne, et ils vont tout de suite trouver le calcul de manière abstraite sur une fiche, l'écrire et trouver la réponse. Donc là, c'est une différenciation par le haut, c'est-à-dire que ces enfants-là, je vais leur donner plus de problèmes, plus difficiles, plus complexes voilà, pour être plus exigeant avec eux. Et à contrario, ceux qui vont avoir plus de difficultés, je vais leur donner du matériel, je vais faire de l'étayage. C'est-à-dire, je vais être à côté d'eux, je vais leur expliquer. Alors là, je t'explique le problème, parce que parfois, certains enfants ont besoin d'oralisation. Ils vont être plus visuels aussi. Donc, je vais leur faire peut-être un schéma pour comprendre un petit peu mieux le problème. Hein, dans la méthode Singapour, c'est le schéma en barre. Hum, 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 Et ensuite, je vais leur donner du matériel et je vais les laisser chercher par eux-mêmes. hum, 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 hum. Hum. Combien avez-vous d'élèves dans la classe? C'est la question que j'allais poser. Combien d'élèves et donc combien de différenciation? C'est l'avantage, 14 élèves, on est en dédoublé. D'accord. Mm. Ça, c'est très important parce que j'entends Mariam sur plutôt une satisfaction de la mise en œuvre de sa différenciation. Je mesure hein, tout le travail qu'il y a de préparation pour donner les exercices en plus sur ceux qui sont en abstraction, être dans la proximité sur les manipulations par rapport à ceux qui sont davantage pris par le concret en quelque sorte du processus. Donc je vois à la fois les dimensions de préparation, mais ensuite là, sur la gestion de la classe, Omar, hein, vous avez Alors, un bon c'est le exemple temps. là. Hein, de Alors, l'aspect j'ai eu de la la table. chance de débuter déjà dans le dédoublé en tout début de ma carrière. Hein. C'était les premières classes en dédoublé au début de Macron, la loi Macron. Et Mariam, le dédoublé, est-ce que tu peux rapidement expliquer ce que c'est? Parce qu'il y a des gens qui vont écouter et qui vont pas savoir forcément. alors, le dédoublé, c'est un dispositif en REP 100% réussite, donc qui implique que les classes soient divisées par deux. Alors, on a deux possibilités. Soit on est deux enseignants dans une seule classe entière, c'est-à-dire 24 élèves ou plus, ça peut être plus, entre 24 et 30. Ou soit on est une enseignante ou un enseignant dans une demi-classe de 14, 15 élèves. Ça, D'accord. Donc, c'est donc une ça facilite. très grande avancée sur Mm. le plan des fonctionnements de l'institution. Effectivement, c'est quelque chose qui avait été mis en place sous le ministère de Michel Blanquer, avec lequel, sous bien des aspects, je ne suis pas d'accord avec ce que la période sur laquelle il a administré l'éducation nationale. Mais sur ce point-là, c'est indéniable, c'est un progrès. Alors, c'est sur les grandes sections, les CP, les CE1. Ça vaut aussi pour les CE2, CM1? Non, alors c'est que pour les cycles 2, donc grande section CP-CE1. On avait commencé avec que les CP. Ensuite, l'année d'après, on a ajouté les grandes sections et encore les CE1. Et là, actuellement, c'est remis en question. On ne sait pas si ça va durer parce que ça coûte beaucoup d'argent. Donc, forcément, on verra. Le problème est que Ça sera par rapport reconduit.
au bilan qu'ils ont fait en termes de résultats globaux, hein, Mm. c'est pas absolument probant. Donc, il y a une impression Tout à d'avoir mis fait. du bien et que les résultats sont pas complètement au rendez-vous. Au demeurant, hein, pour ma part, j'ai écrit un livre en indiquant qu'il faudrait mettre toutes les classes à 15 élèves, hein. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense que cette décision-là, elle est majeure. Ça permet de rentrer, de réfléchir un peu davantage à la différenciation. Il y a un rapport de proportion entre ce qui est possible de différenciation et l'effectif élève. Prenons Oui. une classe de collège à 28-30 élèves. Il y a quatre groupes qui ont été un peu identifiés. Si vous passez dans 28 élèves, avec 28 élèves sur 10 minutes par groupe, sur ce qui est abandonné au moment où vous vous occupez des autres groupes, il y a quelque chose dans la gestion de la classe qui n'est pas tenable. Donc, il y a une limite quantitative de la différenciation. Et ça, alors que là aussi, ça y est dans les textes, puisque c'est une obligation, hein, dans le référentiel de métier des enseignants, de mettre en œuvre la différenciation. Mais quand on est sur des proportions qui sont trop importantes, on place les enseignants dans un rapport impossible. Voilà. Et donc, en particulier avec l'inclusion, hein, qui est venue se rajouter, les enseignants, de façon générale, hein, ils essayent de bien faire avec la différenciation. Il y a vraiment une volonté chez les enseignants de s'adresser à tous. C'est une des vertus vraiment inhérentes à ce métier, mais ô combien disent qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper d'un certain nombre des élèves et à quel point ils peuvent en être désolés. Voilà. Et le seul remède à ça, c'est la réduction des effectifs. Alors j'ai une idée, moi, là-dessus, hein, parce que, évidemment, ça pose des problèmes, comme l'a dit Marianne. C'est, sur le plan comptable, c'est très cher, les effectifs à 15 élèves. J'ai compté tout ça, hein, j'ai fait cette comptabilité. Voilà. Mais il y a des situations où, de privilégiés, où on peut admettre qu'il y ait des effectifs beaucoup plus importants de telle manière à ce que dans les endroits où... moi, je pense qu'il y a au moins 50% des classes qu'il faut faire passer en effectif à 15, hein, pour que le système éducation nationale puisse mettre en œuvre une vraie différenciation, donc un vrai respect de la question de l'égalité. Parce que sans différenciation, il n'y a de toute façon pas de respect du rapport à l'égalité. Voilà. Donc voilà, ça, ce sont mes synthèses, hein, globales par rapport à ce que vient de dire Marianne. Donc la question posée de quel est votre effectif, elle est évidemment une question centrale. Oui, et je vais ajouter on se sent d'autant plus obligé de la mettre en œuvre qu'on a une prime en REP. On a ce qu'on appelle l'ISAE, qui est une prime d'accompagnement par élève. Vous êtes en REP+, Donc là? oui, Donc vous avez en sur REP et REP+. une On prime à a, 350 euros? c'est ça, oui. Entre 200 et 350 euros selon les lieux. D'accord. Oui, oui, c'est selon que vous êtes en REP ou en REP+, enfin bon, il y a des différences. Oui, oui, bien sûr, et ça fait des conditions salariales qui sont pas les mêmes, hein. Ça, c'est vrai. Et en termes de gestion de classe, parce qu'on va y arriver à un moment donné, Ah, voilà Omar qui c'est la arrive à la... question qui m'intéresse. Mariam, alors je voulais savoir comment ça se passe du coup au niveau de la gestion des élèves. Donc, je crois que tu as des classes qui sont hétérogènes enfin, pas mal de cas, je me semble, des élèves primo-arrivants, etc. Et comment ça se passe du coup? Alors ça, cette année, j'avais une classe explosive, hein. Je crois que c'était une des classes les plus difficiles que j'ai eues depuis le début j'ai commencé à enseigner. J'ai eu quasiment tous les cas, donc Et comment ça se matérialise? Enfin, une classe explosive, qu'est-ce que ça veut dire pour, tu sais, pour les gens les parents notamment qui pourraient écouter ça veut dire et qui ne savent énormément de pas ce qui se passe contenu. et le but aussi de leur montrer un peu l'envers du décor, qu'ils sachent ce qui se passe concrètement. Alors concrètement, en classe, c'est dès le matin, dès 8h20, il y a du bruit.
Les enfants sont agités, ils ont du mal à s'installer, énormément de mal à se mettre au travail, ouvrir le cartable, sortir les affaires. Il faut tout de suite poser le cadre, être très structuré, c'est-à-dire c'est pas le matin quand on est en classe qu'on va faire ses photocopies, il faut avoir tout préparé avant. Ça, c'est très important d'avoir vraiment une classe carrée. Parce que sinon, ils vont en profiter pour tout de suite mettre le bazar. Il faut Des pas qu'il y ait enfants, un blanc, quoi. Il faut que chaque seconde soit. voilà. Ouais. Oui, il faut que toutes les séances soient préparées. Ça, c'est condition voilà, obligatoire parce que les enfants nous sollicitent énormément. On sait qu'ils sont en Alors, vacances. Mariam, excuse-moi, on va faire une petite pause, on va reprendre. Ok. Parti. Donc, je crois que c'était Mariam que tu t'étais parti sur un rush, sur un. Oui, je vais parler de la gestion de classe pour concrètement expliquer comment ça se passe dans ma classe. Donc, j'expliquais que dès le matin, il fallait être très carré sur les préparations de mon côté. Parce que les enfants arrivent, ils se mettent pas tout de suite au travail, hein. Ils sont, alors il y en a beaucoup qui sont fatigués, d'autres qui sont énervés, qui sont excités. Donc faut gérer déjà les écarts entre tous les élèves. Il faut les enrôler, c'est-à-dire faut les motiver le matin. Elle est Et motivée ensuite, comment? C'est-à-dire leur dire comment tu les motives? concrètement, je les aide à ouvrir leur cartable, à sortir leurs affaires, à s'asseoir. Non, mais c'est Euh, intéressant ça, parce qu'on l'imagine pas forcément que. oui, 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 On oui, donc, imagine que des élèves sortent leurs affaires. Enfin, voilà, c'est pas un oui. problème, c'est pas censé être un problème. Si, si, c'est un problème. C'est un Mhm. problème. Et je leur donne des responsabilités aussi. C'est pour certains, ça aide. Donc, il y en a qui vont faire l'appel par eux-mêmes, qui vont s'occuper des rituels qu'on a en place le matin. Pour moi, ça aussi, c'est assez important d'avoir des matins qui se ressemblent, d'avoir toujours les mêmes rituels, de commencer dans le calme. Donc, on commence par un petit exercice très simple de réinvestissement de ce qu'on a fait la veille. Pas tout de suite de notions nouvelles, mais voilà, juste se remettre au travail dans le calme. Ça, c'est déjà très important. C'est un premier pari réussi pour bien commencer la journée. Et tout de suite après, ça peut être des conflits entre les élèves. Entre les enfants de la classe, j'ai eu beaucoup de conflits à gérer parce que j'avais des enfants avec énormément de caractère, très têtus, obstinés, qui répondent à tout. Parfois, j'ai l'impression d'avoir des adultes en face de moi parce qu'ils me tiennent tête, hein. Ils me tiennent tête, voilà. Donc, en CE1, déjà, ils ont beaucoup de réparties. Mais ils Donc, disent quoi faut concrètement? vraiment Qu'est-ce qu'ils disent? ils vont surtout se clasher entre eux, hein. Donc, ça va être retourne-toi, pourquoi tu me regardes, toi? Donc, ça va être des choses comme ça. Occupe-toi de tes affaires, pourquoi tu me parles? Voilà, c'est une chose. Arrête de parler, on t'entend trop, t'ouvres ta bouche. C'est vraiment, c'est récurrent. Et donc, après, il faut vraiment faire des rappels constants, des sanctions. Ça, je suis pas, je suis honnête. Et certains enfants, si on sait qu'on va pas leur dire à un moment donné, bon bah tu nous fais perdre du temps, tu auras 5 minutes en moins de récréation. Voilà, on sait que certains enfants, ça marche comme ça. Euh, Mhm. Oui, tu peux pas, t'es pas Après, dans du le, sport, t'es pas dans le du dialogue ouvert permanent, c'est-à-dire que parfois tu sens, non, non, on peut pas, parce tu que sinon satures c'est en en fait. boucle. Ouais, je sature et puis à certains enfants, ils aiment bien ça, c'est-à-dire qu'on sature vite et c'est en boucle. C'est-à-dire plus on va leur donner de l'attention et plus ils vont réclamer. Et il y en a certains, ils veulent que ça, avoir l'attention de la classe et faire un petit peu les clowns et qu'on rigole avec eux. Pour éviter, parfois c'est des stratégies aussi pour éviter le travail, clairement. Non, parfois j'évite de trop parler. Parfois je le fais j'estime que c'est important ou c'est nécessaire pour rebaisser la tension. Et quand c'est des petits conflits, voilà, non, je passe à autre chose. Par contre, je fais très attention au harcèlement parce que ça, je vois que ça existe vraiment. C'est pas qu'un 20 mots, on peut facilement voir des situations où un enfant va être stigmatisé dans la classe et tout le monde va se mettre contre lui et ça va être des remarques un petit peu plus chaque jour. Donc là, j'en parle beaucoup de ça.
On a fait beaucoup de sensibilisation aussi dans l'école là-dessus. Et ça, c'est valable pour tous les niveaux, du CP au CM2. Et ça peut être pour tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être sur, voilà, sur un zozotement, sur un look vestimentaire, ça peut être pour tout. Vraiment, donc il faut être vraiment très, très vigilant là-dessus. Les enfants vont partir d'une situation où ça va juste être une petite moquerie comme ça pour être drôle. Et tout le monde va s'y mettre un peu plus après chaque jour. Donc je coupe court très rapidement pour éviter que ça s'envenime. Après, je voulais parler du sport aussi, parce que ça, c'est quelque chose pour moi qui me semble important. Parce que cette année, j'avais beaucoup de garçons dans ma classe très, très énergiques. Et pour éviter d'avoir une classe explosive, je faisais quand même beaucoup de sport, parce qu'ils avaient besoin de bouger. Je voyais qu'à un moment donné, ils n'arrivaient plus à tenir sur leur chaise, ils n'arrivaient plus à maintenir une attention prolongée. Il fallait sortir, il fallait faire un petit peu de rugby. Donc, je faisais du rugby, je faisais du sport, des jeux collectifs avec ballon. Alors moi, ils adorent le foot, hein. Par contre, ils sont très motivés pour faire du foot. Alors, s'ils pouvaient faire que du foot tous les jours, c'est parti que foot. Donc voilà, concrètement, petits exemples que je peux donner. Enfin, sur cette question de gestion de la classe, Omar peut-être fera un commentaire, mais voilà comment j'entends les choses, hein, à ma manière, moi. Euh, D'abord, on entend par rapport à ce public d'élèves une très forte présence des comportements pulsionnels. C'est-à-dire que le moindre signe faible de divergence est susceptible de déclencher des phénomènes de désordre et de conflictualité. Bon. Exactement, oui. Donc d'une certaine façon, c'est comme une matière de départ, ça, cette dimension de la pulsionalité, de la conflictualité. Voilà. Alors, ce qu'on voit dans le propos de Mariam, c'est un certain nombre de freins à ce désordre-là. Alors, le premier qui a été exprimé, c'est le rituel. Et ça, dans l'éducation, c'est très... Alors, on peut avoir l'impression d'une sorte de dressage à des codes avec un rituel. C'est Mais l'impression que ça donne de l'extérieur. C'est-à-dire, le rituel, ça fait penser à l'armée. Ça fait peur. Alors, on imagine de l'extérieur qu'à l'école, les élèves devraient être enfin, livrés à eux-mêmes, mais ils devraient être laissés. Enfin, comment je peux dire ça? Il faudrait que leur liberté prime sur tout le reste. alors, moi, je veux bien la liberté, mais il faut arriver à trouver des dimensions de pacification suffisantes pour que les choses soient possibles. Et là, il y a des équilibres, et qui sont presque des équilibres de l'ordre de la physique, dans dans les rapports qui pourrait presque y avoir des rapports d'électrons dans une composition. Et donc, le rite, pour en donner une image, ça me fait penser à finalement presque un phénomène musical. Quand il y a une sorte de tempo qui est donné, il y a un effet de rassemblement dans dans un bruit. Et donc, par le rituel, finalement, c'est comme si le collectif avait des tempos. Et dans le pli du tempo, dans l'habitude du tempo, il y a quelque chose comme un retour de la dimension du collectif lui-même qui se met en place. Voilà. Donc ça, c'est évidemment un outil qui, par rapport à des phénomènes d'entropie, de désordre, a une importance considérable. Il y a une autre notion dont a parlé Mariam, qui est celui des jeux de rôle. C'est-à-dire, il y a des responsabilités. Il y a un habité de la classe, comme on habite une maison, avec là aussi un certain nombre de compositions, d'aménagements de la maison dans une classe, surtout dans le premier degré. Ça, c'est une chance très forte de la classe du premier degré, c'est qu'elle se fait dans la durée et il y a un territoire de la classe.
Voilà. Et dans ce territoire, il est susceptible qu'il y ait une organisation de jeux de rôle et de responsabilité. Et donc, évidemment, quand on est sur une position de responsabilité, on est dans une responsabilité devant un collectif. L'apprentissage du collectif, il s'apprend beaucoup par la responsabilité. Et s'il y a des jeux de rôle qui sont distribués multiples, en quelque sorte, on est susceptible à un moment ou à un autre, tous, de passer par des actes de responsabilité vis-à-vis du collectif. La responsabilité, c'est la dimension de la reconnaissance qu'il y a des autres et qu'on est le sujet de cette reconnaissance. Voilà. Et le fait de l'incarner, évidemment, c'est un pli qui se prend par rapport au collectif. Et donc, ça me semble très important. Troisième, et je suis tout à fait d'accord avec Marianne, hein, sur sa façon de gérer, j'ai beaucoup de résonance par rapport à sa façon d'en parler, de traiter de la situation. C'est le moment du sport. Le moment du sport, elle l'a dit, c'est sur des, bien sûr, il y a la dimension du sport qui est très importante, hein, parce que là, il y a là aussi, hein, il y a un problème de santé publique autour de l'activité physique aujourd'hui, où la jeunesse est beaucoup trop sédentaire, hein. Donc, il y a un rôle de l'école par rapport à cette question de l'éducation physique, beaucoup plus aujourd'hui peut-être que dans d'autres époques. Mais là où elle a exprimé, c'est sur le mode aussi de la ligne de fuite. C'est-à-dire que quand il y a trop de pression entre ces électrons, entre ce compulsif qu'il peut y avoir dans la classe, le soulagement, il peut passer par la ligne de fuite. Et c'est effectivement, là aussi, un geste de travail. Dans certains endroits, euh, ils font une récréation le matin, une récréation l'après-midi. La charge de travail des enfants dans les classes, les contraintes où ils sont obligés de se contenir dans leur compulsivité, justement, dans la classe, c'est trop. Et à certains endroits, c'est pas réglementaire, hein, ce que je suis en train de dire. Mais il faudrait faire une deuxième récréation. Vous voyez? Comme quoi, je suis tout à fait d'accord avec cette soupape de dégagement dont elle a parlé. Bon, enfin, ça, il y a une dimension qu'elle a évoquée, Mariam aussi, dans son profil de son propos, mais qu'elle ne vient pas de reprendre là. Elle a dit, je fais beaucoup d'éducation civique et morale. Oui. C'est-à-dire que ça, l'éducation, donc elle pourrait en parler, mais pour le dire de façon un peu généraliste, l'éducation civique et morale, c'est aussi par rapport à cette vie du commun, un retour réflexif par rapport à la vie collective. C'est-à-dire que l'apprentissage des règles, c'est observer tous les comportements, par exemple, d'injustice qu'il peut y avoir, et comment on peut revenir dessus par un certain nombre de réflexions qui permettent de le penser. Voilà. Et ça fait partie aussi de la gestion collective. Oui. Je voudrais parler d'un geste que j'ai mis en place dans ma classe une fois par semaine et que j'ai trouvé indispensable, en tout cas pour moi, pour un peu plus arriver à mieux gérer ma classe, c'est le conseil d'élèves. Donc on en fait une fois par semaine et c'est donc le vendredi, voire 2 fois quand c'est nécessaire, quand on a des moments, on va dire de fatigue pour les enfants où je ressens qu'ils ont besoin de parler et c'est un moment d'enseignement moral et civique dans lequel on va s'exprimer librement, donc sans jugement, pour expliquer ce qui va, ce qui ne va pas et émettre aussi des critiques. Et donc, on est ensemble dans un coin regroupement. J'ai la chance d'avoir une grande salle avec des bancs. Donc, on a un coin regroupement comme en maternelle. Et donc, on se regroupe à cet endroit. Et là, je leur offre un espace de parole. Parce que si je ne le fais pas, euh, comme le sport, en fait, c'est des moments où ils vont pouvoir voilà, s'émanciper, sortir un petit peu du temps où on est informel en classe, assis à la table. Et là, on va leur laisser cet espace de parole. Parce que je peux pas sinon régler tous les conflits à la minute dans la journée, c'est pas possible. Donc je leur dis voilà, si c'est important, si c'est nécessaire, on en parlera en conseil d'élèves et ils savent qu'ils vont pouvoir aussi en parler, le gardent dans un coin de leur tête et on revient dessus à ce moment-là.
Ah oui, c'est très intéressant, tout à fait. C'est quelque chose qui était, qui fait partie des obligations et des textes au niveau du second degré, ça. C'est ce que l'on appelle les heures de vie de classe. Et normalement, il y en a un certain nombre qui doivent être organisés et menés par les professeurs principaux. C'est loin de se pratiquer, hein, de se faire. Mais ce moment-là, je vais établir un parallèle, hein. J'espère que je ne vais pas faire trop le savant, mais c'est l'équivalent en démocratie de l'agora, c'est-à-dire de la place publique. Voilà. S'il n'y a pas un échange sur ce qui s'est vécu, il n'y a pas de possibilité ensuite de se dire quelle est la règle qui serait bonne et dont on devrait décider. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a dans un groupe, on pourrait presque dire une archée, c'est ce qui est à l'origine de l'expression libre. Voilà. Et s'il n'y a pas cette expression libre, les codages arrivent toujours trop tôt. Pour comprendre les codages et les règles, il faut passer par l'archet de cette expression libre. Et c'est finalement, en quelque sorte, ce qui est un peu fait là dans ce moment de temps partagé. C'est un effet cathartique aussi. C'est un effet cathartique, ça veut dire quasiment d'expulsion d'un certain nombre de tensions et parce que ils sont sous contrainte. Ils sont aussi, la vie collective, c'est une contrainte. C'est quelque chose qui pèse. Ils sont tout le temps ensemble, là, sur un nombre d'heures considérable. Et ils sont étrangers les uns aux autres, comme tout le monde. Bon. Donc, donc c'est une pression. Et le fait de donner cette parole, c'est aussi une catharsis, une purification de cette contrainte de la vie collective. Et donc, je suis absolument d'accord avec cette manière de procéder aussi. Alors, si vous le voulez bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là. Et puis, pourquoi pas poursuivre une autre fois, avec peut-être un peu plus de monde. Mais c'était vraiment très intéressant. Le point de vue de Mariam était vraiment. Enfin, je pense que Patrick, vous êtes d'accord pour dire que c'était. Oui, oui. Moi, j'ai beaucoup apprécié cette conversation avec Maria, mais j'aurais presque envie de dire même qu'elle m'instruit sur le plan personnel par rapport à un certain nombre de choses que je suis en train de faire. Hmm. Et Ah, merci à vous aussi. C'était très intéressant. Bon, ben, Peut-être aussi avoir invité des parents, peut-être pour une prochaine fois. c'est l'idée, hein, Mariam, hein. C'est juste que, bon, là, je l'ai décalé. C'était 19h, ensuite c'est passé à 19h30. Je pense qu'il y a des personnes qui ont, soit sont finalement pas venues, soit, enfin, peu importe. Mais c'est aussi l'idée, hein, c'est de faire intervenir des profs, des parents, des curieux, tous ceux qui auraient un avis sur l'école, quelque chose à dire. Voilà, c'était un peu ça l'objectif. Oui, écoutez, parce je que crois que cette émission, de toute façon, elle va être vendeur. Oui. Donc, donc ça va oui, permettre d'inviter d'autres personnes les autres fois. Mais bon, le premier essai, et je pense un exercice positif qui ne peut que nous insister à essayer de continuer. Hein. oui, tant mieux. En plus, le moment est propice. C'est le moment de faire le bilan aussi de la fin d'année scolaire. De l'année, oui, c'est vrai. Très bien. Alors, j'arrête l'enregistrement.